Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Il fait fret en hiver au Québec. On se gèle le cul. Ce serait le fun d'être capable de se chauffer avec ce qu'on veut. Le gaz naturel, c'est une bonne source de chauffage. Il paraît que c'est dangereux pour le Gaïa et la planète. Ce sujet-là me touche particulièrement. J'ai pris la maison que j'ai achetée en 2021 avait un chauffage au gaz naturel avec une grosse tank de propane à l'extérieur. Puis je m'en servais pas pendant 2 ans. Je pensais que c'était juste une affaire décorative. Je trouvais que c'était inutile. Puis un moment donné, j'ai dit, bon, je vais me déniaiser, là, je vais apprendre à m'en servir. Puis finalement, il était tout pété avec le répare. Blablabla. Bon, là, on le remet fonctionnel, on remplit la tank, puis go, on part, on va de l'avant avec ça. Puis là, finalement, je me rends compte que c'était pas décoratif pantoute. C'est capable de chauffer à la maison complet. Puis je suis vendu à l'idée. Là, depuis ce temps-là, là, je ne fais que chauffer ma maison l'hiver ou presque avec ce chauffage au gaz naturel-là. Puis, au propane, en fait, là, vu que c'est une tank. Puis, j'utilise le moins possible l'électricité. L'électricité embarque quand il fait à peu près moins 20 dehors, des choses comme ça. Je suis vraiment content du move. Parce que j'aime pas ça, donner de l'argent à Hydro-Québec à la base. Fait que juste philosophiquement, c'est bien. Et ça coûte pas plus cher. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Mais bientôt, tu seras un contrevenant, Yann, avant de Je sais. laisser Gabriel nous expliquer ça. Là, mais bref, c'est Je sorti. passe là, mais man, je suis pas un C'est- méchant, là. Ben, ça s'en vient. Donc, on nous disait dans Radio-Canada en début de semaine, Québec veut retirer les combustibles fossiles des bâtiments d'ici 2040. Et là, moi, ce qui me faisait le plus, ce qui a le plus retenu mon attention dans l'article, c'est qu'on nous disait que ça concerne autant les bâtiments existants que les nouveaux bâtiments. Tu sais, on aurait pensé que, bon, Chose grand-père, genre. genre de clause grand-père, là, surtout qu'il y a des gens qui ont dépensé, tu sais, je veux dire, faire installer un système comme Yann a chez eux ou d'un foyer mural au gaz naturel ou whatever, là, dans une usine C'est ou cher. quoi que ce soit, c'est des très gros montants. Il y a des gens qui vendent ces produits-là. Il y a toute une industrie autour de ça. Fait que d'un, ces gens-là vont être impactés clairement, là, comme dans les municipalités où ils ont interdit, par exemple, le chauffage au bois. Ben, guess what, ça a amené à la faillite de compagnies qui vendaient des poêles au bois, puis ça a amené à la perte de revenus de gens qui coupent du bois, puis qui vendent ça, puis, tu sais, ils pensent, on C'est dirait du que... travail au noir, ce Frank. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas l'air à ça a pas l'air à les déranger trop, là, d'enlever le gang-pain des gens, là. Puis, mais c'est quoi, Gabriel, un peu Parce que moi, je vais être franc, là, j'essaie de comprendre c'est quoi la logique en arrière de ça, de gens qui nous disent, il n'y a pas si longtemps encore, là, va falloir baisser le chauffage. Il y a même encore, j'écoutais Crave avec ma blonde, là, puis il y avait une pub d'Hydro-Québec où ils nous baissaient. Tu as quelqu'un qui baisse le chauffage, mais quand tu regardes comme faux, le thermostat, là, il est à 18. Là. Moi, je suis un gars, ça me dérange pas trop, là, mais messieurs, je suis pas sûr. Habituellement, là, les filles n'aiment pas ça quand il fait 17 dans la maison l'hiver. Là. Puis encore moins les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu plus âgés. Là. Il y a des gens chez qui tu vas l'hiver, il fait 26, 27. Là. Fait que j'essaie de comprendre c'est quoi la logique de dire aux gens, il faut baisser le courant, on a des périodes de pointe, ça marche plus, mais tout le monde doit migrer vers le véhicule électrique et plus d'énergie d'appoint. Il n'y a pas encore personne qui a réussi à m'expliquer la logique derrière ça. Je la comprends pas. Je comprends juste pas. Je pense que le ministre pourrait même pas te l'expliquer, honnêtement. Là. Tu sais, il faut juste revenir à la base. Le ministre, là, en ce moment, ben, il est revenu, je pense, hier, là, quand on regarde l'agenda de Benoît Charette, là, mais il était en Azerbaïdjan à la COP 29. Concrètement, là, ce qu'il voulait, je pense, c'est juste d'avoir une annonce puis de dire regardez là, là. Tu sais, le petit virtue signaling qu'on Ah dit, là, ouais, ouais. moi, je l'ai l'affaire, j'ai compris, on a réfléchi au niveau du ministère. La réalité, là, c'est que c'est complètement déconnecté. Tu sais, je te rappelle, là, la semaine dernière encore, Hydro-Québec nous dit ben oui, il faut doubler Hydro-Québec, mais ça prend juste encore un petit peu plus de térawattheures parce que on va avoir beaucoup, beaucoup de demandes d'électricité. L'année dernière, en février, mars 2023, essentiellement, la ville de Montréal avait exactement cette idée-là.
de dire on va Mhm. décarboner les bâtiments. Puis là, Hydro-Québec était comme, mais qu'est-ce que vous dites là? C'est pas possible. Est-ce que vous avez regardé les médias? On manque d'électricité dans quelques années. Ben, Québec, il s'est dit, ben là, un instant, là, on va reprendre ça dans notre cours, puis on va s'assurer d'étudier les règlements qui vont être proposés. Parce qu'en début 2024, après ça, c'était plus juste Montréal qui avait cette idée quasi farfelue, j'ai envie de dire. C'était la CNM Oui. qui nous disait, non, non, Montréal, là, elle a l'affaire, là, on va aller de l'avant. Québec a fait, attendez un peu, là, regarde, là, avez-vous vu, là, on a besoin de doubler Hydro-Québec. Le gaz naturel, c'est une énergie fiable dans le bouquet énergétique du Québec. Et là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que finalement, la CMM était dessus, elle avait bien compris, c'était juste Québec qui était en retard. Le problème, là, c'est qu'on n'a pas moins de demandes d'électricité au Québec. Et bien là, ça va faire en sorte que on va toujours, on va arriver avec des gens comme Yann plutôt, qui ne sont pas sur le grid, qui ne sont pas sur le réseau électrique, sur la question du chauffage, ou du moins ne mettent pas de pression sur le réseau électrique ou très peu. Et là, tous ces gens-là vont arriver sur le réseau dans un contexte où, rappelons-le, l'année dernière, on a eu la pointe historique, là, c'est 43 000 mégawatts. Mhm. Faisait moins 40 au Québec. Il n'y a personne qui veut son thermostat à 18 là, avec ses petits bas de laine, sa tuque puis ses mitaines en dedans, puis se dire non, non, on est correct, là. On est correct, on le fait pour Hydro-Québec, on le fait pour la nation, là, envoyé à 16, à 14, là, pour être sûr. Ça ne marche pas en tout, là. Puis on Donc, oublie des choses importantes, Gabriel. Je veux dire, on se rappelle pas de l'épisode du verglas. C'était quoi la problématique avec le verglas? C'est qu'on était entièrement dépendant de l'électricité pour le chauffage. Des gens qui ont été en danger de mourir dans l'épisode du verglas Non, à non. cause de ça. C'est irresponsable de faire ça. Là. Tu sais, je veux dire, d'avoir plusieurs sources d'appoint de chauffage, c'est une bonne idée. D'avoir plusieurs systèmes de chauffage, je trouve que c'est une bonne idée. C'est intelligent d'un point de vue sécurité. C'est intelligent aussi, comme tu le dis, sur la grille énergétique pour Hydro-Québec. Quand il y a des pressions très fortes, ben, ça nous évite d'acheter de l'électricité des Américains à très fort prix pour essayer de pallier à la demande. Puis, de ce que je comprends, quand j'ai lu sur le gaz naturel comme source de chauffage, tout ce que je lisais me disait à peu près la même affaire. C'est que côté efficacité énergétique, c'est fantastique. Il n'y a pratiquement pas d'émissions polluantes. C'est une source de chauffage où est-ce que l'énergie qui est déployée est entière. Il n'y a pas de gaspillage, autrement dit. Alors que l'électricité, c'est pas tant le cas. L'électricité n'est pas une si bonne source de chauffage que ça. Il y a beaucoup de gaspillage de l'électricité. Comme Québécois, si on se servait un peu plus du gaz naturel pour le chauffage, un peu moins de l'électricité pour le chauffage, on aurait encore plus d'électricité à donner à des industries pour qu'ils viennent s'établir ici. Comme du côté du choix fait par la nation de mettre notre électricité, qui est vraiment un peu dispendieuse, dans les résidences plutôt que dans les entreprises, moi, je trouve que c'est un mauvais choix. Là. c'est un très mauvais choix. Ben, en fait, je suis content que tu en parles parce que c'est la question du coût de renonciation essentiellement. Quelle serait l'utilisation optimale alternative de ces blocs d'électricité-là? Là, clairement, là, c'est parce que les bâtiments qui existent sont déjà chauffés. Ils sont chauffés avec le gaz naturel qui, selon le gouvernement du Québec, quand on s'en va sur le site du gouvernement, ce qu'on voit quand, dans le gaz naturel, c'est énergie de transition. OK? Donc, gardons cette énergie-là, utilisons les blocs d'électricité de façon optimale, à savoir donnez-les, en fait, pas donnez-les, mais plutôt vendez. Bon, vous voyez, j'ai un petit peu de difficulté avec mon Non, français ce j'ai matin. compris. Là. On Vendons-la. devrait les vendre, merci, Ouais, c'est à ça. vos entreprises qui, à toute fin pratique, ne sont pas capables de s'approvisionner chez Hydro-Québec et n'ont pas d'alternative de se faire brancher au Québec parce que le privé ici, ben, ce n'est pas possible de vendre. Donc là, on est en train de dire bye-bye, on ne vous donnera pas d'électricité, ce ne sera pas possible de vous la vendre. Puis là, on va l'envoyer dans des maisons qui sont déjà chauffées. Donc, ça fait aucun sens à toute fin pratique. Puis c'est pas négligeable la quantité de gaz naturel qui est utilisé. Dans le bâtiment commercial, 25 environ, 22-25 de l'énergie qui est utilisée, c'est du gaz naturel. C'est gros, là. C'est énorme. Au résidentiel, c'est un petit peu moins, c'est à peu près 10 mais il y a beaucoup d'énergie qui sont utilisées pour le chauffage notamment. Donc, le bâtiment en général, ça fait beaucoup de gaz naturel à faire la transition. Puis en plus de ça, là, je pense que tout le monde est au courant qu'on est devant la situation de manque de logement au Québec. Donc, les résidences de demain et les bâtiments commerciaux de demain, puis quand je dis demain, c'est pas mal ça parce que ça va être interdit à partir de 2026, ne pourront pas avoir de gaz naturel, notamment sur le chauffage. Donc, c'est problématique parce qu'encore une fois, on est dans une situation où on manque d'électricité.
on a une projection de la croissance qui est là, plutôt une croissance, une projection de la croissance, en fait, de la production Ouais. qui est là. Mais le problème ici, il est très clair, c'est qu'on ne sait pas si Hydro-Québec va être capable. Tu sais, on entend beaucoup un plan ambitieux, là. C'est parce qu'un synonyme de plan ambitieux, là, c'est un plan qui est, tu sais, qui est sa fesse d'être réaliste, là. Donc, Ouais. si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en plus de ça, rappelons aux gens ce qu'on a parlé plusieurs fois dans le podcast, la multiplication dans les dernières années des pannes du réseau Ah, c'est et des l'enfer. problèmes d'entretien du réseau qui, pour employer un mot bien à la mode au Québec, est systémique, là. Donc, non, mais c'est vraiment ça. Les pannes systémiques d'Hydro-Québec. Et des pannes systémiques qui s'accompagnent, lorsqu'il y a des problèmes aux périodes de pointe, de délestage Ben électrique. oui, ben Où là, oui. dans le fond, on décide, c'est le politburo de la société d'État qui décide quel secteur va être débranché pour en fournir un autre quand Exact. la demande. Ouais, mais moi, là, mettons que j'ai une usine là, quelque part, là, justement, là, en Montérégie. Là. Moi, avant, je me suis. Si le courant manque, j'ai une génératrice, puis je suis capable de. L'usine est chauffée au gaz naturel, tout ça. Mettons que j'ai plus le droit. Moi, je suis dépendant du courant. Mes employés viennent travailler le matin. Je dis, excusez, les gars, retournez chez vous. L'usine est fermée, il n'y a pas de courant. Hydro-Québec nous a délestés. C'est dans ce contexte-là, et dans le contexte des fameuses périodes de pointe hivernale qui causent problème, il me semble que c'est complètement l'inverse qui devrait être mis de l'avant. En fait, on devrait inciter, moi ça fait plusieurs fois que je le dis, puis je vais le répéter, on devrait inciter les constructions neuves dans le résidentiel comme dans le commercial à se doter systématiquement d'un chauffage d'appoint. Comme ça, Hydro-Québec, si c'était un système qui est fonctionnel et intelligent, au lieu de te dire de baisser le thermostat là, dans les périodes de pointe, t'enverrais une notification qui disait Madame, Monsieur qui vivait au 141 rue de la Tour, si vous avez un chauffage d'appoint, Hydro-Québec vous recommande de le partir si ce n'est pas déjà le cas parce qu'on est en surcharge du réseau. Fait que là, tu mets des bûches dans le poêle ou tu pars ton foyer au gaz. Normalement, ça devrait être ça, une gestion intelligente de la demande, dans le sens tous ceux qui peuvent réduire leur consommation sans réduire leur qualité, là, parce qu'ils ont un système d'appoint, qu'ils utilisent leur système d'appoint. Là, non, on s'en va pas là, on s'en va par Ah, il va en manquer, puis by the way, ton système d'appoint, on veut plus que tu n'aies. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision-là? Je comprends juste pas. Là. Il n'y a pas de vision, puis c'est ça le problème. Puis un autre problème ici, c'est la normalisation de l'interruption des entreprises. Là. C'est Exact. comme si ça va devenir normal au Québec dans quelques années que quand il fait froid, là, tu ne vas pas travailler parce que l'usine est fermée. Fait que reste chez vous parce que c'est à cause que l'usine est fermée que Comme tu as de à la petite l'électricité. école. Comme dans le Les- temps, à la petite école, Ben il y oui, avait de la l'école est neige, la petite fermée. école a fermé. Hey, ça serait le fun, retourner à Tu cette sais, époque-là. on parle beaucoup des problèmes de productivité au Canada. Là, c'est rien pour améliorer la chose. Là. Ça n'améliorera pas la chose. Puis c'est justement, c'est que ça va être rendu la petite école, mais pour les travailleurs, ou quand il va faire moins 30, il va falloir que tu regardes ton téléphone si ton boss t'a pas texté parce que tu le sais pas mal que tu n'iras pas travailler là, pour plusieurs des personnes, pour plusieurs des shops en région. Donc ça, c'est assez problématique. Puis il y a aussi la différence de prix. Parce que là, ce qu'on dit, c'est une interdiction du gaz naturel, sauf le gaz naturel renouvelable. Puis ça, c'est à toute fin pratique une patente à gosse. Là. Il y a 2% de gaz naturel dans le réseau aujourd'hui. Ça coûte tellement plus cher. Je suis allé sur le site d'Énergir avant de rejoindre l'appel là, pour me dire c'est quoi la tarification. Là? On va aller voir le distributeur au Québec. Là. Quand tu regardes ça là, pour le prix d'octobre 2024, quand tu le compares, le gaz naturel et le gaz naturel renouvelable, tu as une différence de 8 à 9 fois. Là. Ça coûte 8 à 9 fois plus cher le gaz naturel renouvelable. Attends ta Là, gosse. Ça, c'est ce qu'ils produisent avec nos restants de pâté chinois, puis tout ça dans les usines de. Non, mais c'est ça, c'est Oui. qui, c'est les les bœufs de usines banane. qui fonctionnent toutes plus ou moins, là. C'est à ça que ça sert, OK? Ouais. C'est les dépassements de coûts faramineux, puis on se dit, inquiétez-vous pas, ça c'est l'avenir. Là. Comme tu dis, on va prendre le Ouais. pâté chinois et plein de bananes, puis tout ça, puis on va vous faire votre gaz pour vous chauffer l'hiver. Vous allez payer 8, 10 fois plus cher. Peut-être si vous êtes chanceux, vous allez juste payer 4-5 fois plus cher. Là. Mais la réalité, c'est que ça va. Yann, je suis pas sûr qu'il va continuer à l'utiliser chez eux s'il paye 8 ou Non. 9 fois plus cher. Là. On va aller à l'électricité, puis on va augmenter la pression sur le réseau électrique. Puis je trouve que plus largement, là, cette mesure-là du gouvernement du Québec, elle s'inscrit dans une forme de croisade contre le gaz naturel, comme quoi ce n'était pas une énergie que l'on souhaite au Québec, qu'il faut la tasser. Pourtant, on en a tellement au Québec. Hey, non seulement on On l'utilise, l'exploite même pas. On l'exploite même. Puis- Puis ça, c'est le bout qui me fait le plus capoter parce que
Mettons-nous dans la peau d'un vrai écologiste, pas un activiste militant qui est anticapitaliste, qui est un communiste déguisé en écologiste, un vrai écologiste. Là, tu te dis, OK, moi, la planète, c'est important, il y a une empreinte carbone, il faut y faire attention, tout ça. À toutes les fois que quelqu'un, dans ma tête, dites-moi là si je suis dans le champ, écrivez-le dans les commentaires, Sénéchal, t'es encore dans le champ, vous avez du fun à le dire d'habitude quand je suis dans le champ, dites-le, OK? À toutes les fois que quelqu'un prend un chauffage au mazout et passe au gaz naturel, j'ai l'impression que l'impact pour la planète est gigantesque. C'est un impact qui est vraiment énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'on a fait un grand pas en avant en faisant ça. À toutes les fois qu'on arrête une chaudière au gaz naturel pour partir une chaudière électrique dans une entreprise, j'ai l'impression que le pas qu'on vient de faire est tout petit. Il est vraiment petit. Puis on vient d'augmenter l'insécurité énergétique. On vient également d'augmenter les problèmes de pénurie à venir au niveau de l'énergie, ce qui fait en sorte que François Legault commence à penser à des nouveaux barrages, des affaires comme ça. Mais toute la nouvelle énergie qu'on va produire éventuellement va tout être produite à un coût du kilowattheure beaucoup plus élevé que ce qu'on a présentement. Parce qu'on est à côté sur des vieux barrages qui ne coûtent rien. On est à côté sur un vieux contrat avec Churchill Falls qui coûte un prix complètement ridicule. Je veux dire, on est vraiment choyé d'avoir une énergie aussi peu dispendieuse. Mais si on est obligé de construire beaucoup de barrages pour pallier aux problèmes de pénurie dans le futur, ça ne sera plus vrai. Il n'y aura pas d'énergie peu dispendieuse. Elle va devenir dispendieuse. Puis il n'y aura pas de gain, Yann, il n'y aura pas de gain environnemental là-dessus. Là. Si mettons qu'on admet toute la patente, là, qu'on est un game changer dans toute l'histoire, là, ce que je pense pas du tout, là, mais mettons qu'on part de cette prémisse-là. Si le fait d'enlever des... si tu enlèves du chauffage au gaz, là, puis là, tu te dis, OK, ça réduit de tant de kilogrammes ou de tonnes de CO2 par année, tout ça. Ouais, mais si la contrepartie, c'est que tu dois construire un barrage supplémentaire, harnacher des rivières, tu coules du béton, pendant des années, il y a de la machinerie qui construit un barrage, il n'y a aucun gain environnemental là. Avant que ton gain environnemental soit palpable, parce que la construction en elle-même est génératrice de pollution. C'est un énorme projet qui inonde des territoires. Je veux dire, c'est avant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains États américains ne voulaient rien savoir de l'hydroélectricité parce qu'ils disaient en fait que c'était une forme d'énergie polluante vu ce qu'on avait fait au territoire qui avait été inondé lorsque les rivières étaient harnachées pour faire les barrages. Qu'en fait, il n'y a aucune solution à coût zéro, là. Ça, c'est un mythe dans lequel on vit. Là. C'est comme s'il y avait de l'énergie à coût zéro, environnementalement parlant, puis on peut faire ça comme par magie. Ouais, mais toutes les formes d'énergie ont une empreinte écologique. Là. Même les éoliennes, après, il faut que tu en disposes. Vu que c'est une forme d'énergie intermittente, tu dois avoir un système alternatif qui les alimente quand le vent ne tourne pas pour qu'il y ait toujours du courant qui soit disponible. Fait que, tu sais, c'est toute une question, c'est juste une question de trade-off, finalement, là, comme tu disais. Il n'y a pas de solution magique là-dedans. Là. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, on en utilise beaucoup de gaz naturel au Québec. Là. Il y en a beaucoup de gaz naturel. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 14 de l'énergie au Québec, c'est du gaz naturel. Puis on le fait venir de l'Alberta. C'est correct, c'est au Canada, mais pourquoi nous-mêmes, on ne le produirait pas ici pour répondre à notre besoin en partie? Puis je vous rappelle, là, en 2022, puis là, ça s'envenime encore. Là, vous avez fait un podcast là-dessus hier, là, mais la question de l'Ukraine puis la géopolitique, hein, on a des alliés en Europe. Est-ce que c'est possible de répondre à leurs demandes, notamment en gaz naturel? Ben, on préfère pas. On préfère se battre contre les terminaux là, pour être sûr qu'on n'aura jamais de terminaux de gaz naturel. Puis pour être sûr, au final, qu'on ne répondra pas à cette demande-là. Là. Il y a tellement de pays qui sont venus au Canada pour nous demander nos hydrocarbures, là, que ce soit même le Japon est venu ici là, dans les dernières années. Il y avait l'Allemagne, j'allais juste en anglais, Latvia, puis il y en avait plusieurs, l'Espagne. Bref, il y a une panoplie de pays. Lettonie, je pense, Latvia. Je pense que oui. Puis contrairement, excuse-moi de te couper, là, mais contrairement à l'hydroélectricité, le gaz s'exporte. C'est-à-dire l'hydroélectricité, elle s'exporte par des lignes de haute tension que tu peux enfouir ou qui vont être aériennes, mettons, dans des États américains. Mais c'est le plus loin qu'on va aller. On n'amènera pas ça en Bolivie ou en Argentine, puis on ne passera pas ça non plus à travers de l'océan. Contrairement à de l'énergie fossile, c'est la raison pour laquelle c'est aussi fonctionnel à l'échelle globale, c'est que tu peux la mettre sur un bateau puis la traverser à l'autre bout de la planète. Là. Puis le fait qu'on n'exploite pas le gaz naturel, puis le fait qu'on n'utilise pas le gaz naturel plus dans notre portefeuille énergétique, ça met de la pression sur l'hydroélectricité. Mais je trouve qu'on passe tellement à côté d'une opportunité aussi. J'étais dans une conférence cet automne au niveau de l'intelligence artificielle, puis
Je trouvais ça fascinant. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est, tu sais, tout le monde tripe à l'intelligence artificielle, Nvidia en bourse, ça monte, tout ça. Fait qu'évidemment, tu sais, tout le monde parle que de ça, mais l'intelligence artificielle est en train d'avoir des impacts dans d'autres secteurs économiques. Par exemple, dans l'énergie nucléaire. Il dit, aux États-Unis, pendant près de 30 ou 40 ans, quelque chose comme ça, la demande en électricité n'a pratiquement pas augmenté. Donc, même si tu avais une hausse de population, même si il y avait vraiment de la croissance économique, il y avait tellement de gains de productivité au niveau des appareils électriques que ça faisait en sorte qu'à toute fin pratique, il n'y avait pas vraiment de hausse de demande électrique. Et là, depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, de plus en plus, on commence à vivre une hausse de la demande électrique sur la grid. Et le moyen le plus rapide, le plus efficace pour pallier à ça aux États-Unis d'une manière environnementale, ce serait potentiellement les centrales nucléaires. Ça, c'est assez spectaculaire quand tu penses à ça, surtout qu'au Québec, encore là, incapacité de compréhension de la sécurité énergétique. On a fermé notre centrale nucléaire, fait qu'on a tout scrappé notre expertise de ce côté-là. Mais là, tu es en train de voir que sur la planète, il se joue quelque chose. Puis pourquoi c'est l'intelligence artificielle une demande comme ça? C'est grosso modo, là, quand tu fais une recherche sur Google, là, puis tu fais une recherche avec ChatGPT, là, ben, c'est 10 fois plus coûteux en termes énergétiques de faire ta recherche avec ChatGPT. Fait que grosso modo, là, la demande électrique, si l'intelligence artificielle prend plus de place, ben, vous n'avez pas idée comment ça va exploser, cette affaire-là. Le Québec doit se préparer à ça. Je veux dire, il y a une opportunité d'affaires incroyable. Puis en plus, ce qui est fascinant, c'est que les farms pour l'intelligence artificielle, j'ai oublié le terme exact, mais ces farms-là, ils ont besoin, oui, d'électricité, mais ils ont aussi besoin d'être rafraîchis parce que ça chauffe, ces affaires-là. Je veux dire, mettre ça dans des pays nordiques, ça fait du sens. Mhm. Pourquoi on s'arrange pour passer à côté de ça, là? Puis au lieu de capitaliser sur cet élément-là, Hydro-Québec se dit non, 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 on va tasser tout ce qui est intelligence artificielle, crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on voulait tasser ça dans le dernier plan d'approvisionnement parce qu'on n'a pas assez d'électricité, plutôt que de dire clairement, il y a une opportunité ici, permettant à des producteurs indépendants, là, le privé, de répondre à cette demande-là, puis ça va permettre de développer le Québec en augmentant la productivité d'électricité sans ajouter une pression, comme vous avez dit, sur Hydro-Québec qui va faire augmenter les coûts généraux à cause du coût marginal beaucoup plus élevé. Là. La nouvelle unité de production d'aujourd'hui est beaucoup plus chère. Elle est à peu près 4 fois plus chère à toute fin pratique que celle qu'on voit au prix moyen là, à 3 sous, là, des grands barrages des années 70-80. Il y a quelque chose ici là, avec l'intelligence artificielle puis les crypto-monnaies. Malheureusement, je ne suis pas surpris, le Québec emprunte la voie qu'il emprunte, c'est-à-dire, on préfère pas aller là, on préfère conserver notre monopole puis dire non, 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 tassez-vous de là, on va conserver notre énergie. C'est important. Ce qui se passe là, c'est vraiment important parce que tu arrives. Les crypto-monnaies, là, 2017, qui était le boom, là, vraiment, où est-ce que tout le monde voyait ça, où tout le monde avait le goût d'embarquer dans un projet où est-ce que tu allais aligner des serveurs puis faire du minage, ainsi de suite. On ne le savait pas à cette époque-là, mais c'était une répétition. C'était une répétition avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que quand les gens mettaient en place des fermes de minage pour la crypto-monnaie, ben, c'est des modèles d'affaires qui ressemblent beaucoup à ce qui est fait présentement pour l'intelligence artificielle aussi. Et on a backé, on n'a pas voulu embarquer là-dedans. Je veux dire, je me rappelle la résistance qu'il y avait avec Hydro-Québec, avec toutes les fermes de minage de crypto-monnaies. On n'a pas pris l'expertise qu'on aurait dû. Fait qu'évidemment, il y a quelqu'un d'autre à quelque part sur la planète qui l'a fait à notre place. Fait que quand est arrivé l'intelligence artificielle, ben, il y a des gens qui étaient pas mal plus près que nous autres. Il y a quand même des choses le fun qui se passent à certains endroits au Québec. Mais là, il faudrait qu'on allume que l'opportunité en termes énergétiques, c'est ça. Malheureusement, Fitzgibbon pensait que la bonne façon d'utiliser l'électricité, c'était les chars électriques. Les politiciens sont à mauvaise place au mauvais moment. Là, tandis qu'on est en train d'envoyer le Québec au grand complet dans l'industrie de la batterie, qui est extrêmement difficile, on est en train de passer à côté de la vraie opportunité qui est l'intelligence artificielle. Moi, j'en reviens pas. J'ai regarde aller puis je me dis, ils sont tellement idiots, ils sont tellement toujours en retard sur la parade, ils sont pas capables de voir les choses venir, puis on continue à leur faire confiance. Je veux dire, Taiga Motors est quasiment en faillite, Lyon Électrique quasiment en faillite, Nordvolt quasiment en faillite, puis on est encore en train d'injecter de l'argent dans la filière batterie. Je veux dire, c'est quoi ça va prendre pour que ces crétins-là allument? Excuse-moi, là, je sais que tu es plus respectueux que ça, Gabriel, mais moi, je les trouve crétins profondément. Puis juste avant de te laisser répondre, Gabriel, moi, ce qui me surprend le plus là-dedans, ce que je trouve le plus étonnant, puis je ne l'avais pas vu de même avant, il y a peut-être un mois ou deux, là,
moi, j'aurais l'impression, mettons, qu'un parti politique qui prend le pouvoir devrait composer avec un monopole d'État qui, lui, dans le fond, qui cherche à concentrer son monopole à renforcer son monopole sur l'énergie dans une province et que, dans le fond, tu dois un peu, si tu veux aller à contre-courant, te battre contre ça. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est pas Hydro-Québec qui veut vraiment ces trucs-là, c'est le gouvernement du Québec. Carrément. Parce que Hydro-Québec, là, Michael Sabia, c'est pas le dernier, je veux dire, il n'est pas dénué d'intelligence, ce gars-là. Il a eu toutes sortes de mandats dans sa vie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Puis je pense qu'il est très au courant que le gouvernement, en fait, ce qu'il fait, c'est leur mettre des bâtons dans les roues constamment. Parce que lui, dans le fond, il se dit, OK, j'ai ma demande, et j'ai la courbe de la demande, j'ai la courbe de l'offre. Là, il faut augmenter notre offre d'une manière ou d'une autre pour combler la demande. Et tu as le gouvernement à côté qui fait « By the way, dans ton sac à dos de la demande, moi, j'en rajoute tout le temps. » J'en rajoute tout le temps parce que les gens qui sont là, qui ont leur voiture, je te les envoie. Ceux qui avaient un poêle à bois puis un système au gaz, je te les envoie aussi. Les nouvelles constructions, je te les envoie aussi. Puis, by the way, ça se peut que je vende encore du courant à d'autres entreprises. J'ai mon ministre qui fait le tour avec son chéquier à subvention. Je veux dire, mais sérieusement, je pense que la dernière job que je voudrais, c'est celle de Sebia. Je comprends qu'il y a un bon salaire, là, mais c'est un mandat impossible qu'on a donné à Hydro-Québec, en fait. Là. Non, ça, c'est pour vrai. Je pense que la dynamique, elle est bien décrite ici. L'Hydro-Québec les employés d'Hydro-Québec et Michael Sabia en premier lieu doivent être très stressés de voir le gouvernement aller. Là. Quand c'était Sophie Brochu, on apprenait que c'était 100 TWh. L'année dernière, on apprend que c'est 200 TWh de demande de plus. Là, on apprend que c'est encore quelques TWh. Là. Tu te dis, c'est quand qu'on met le stop? Là? Puis là, on rajoute des règlements. Franchement, là, je ne comprends. J'ai l'impression que là, ils ne se parlent pas. Est-ce qu'ils se parlent? Je ne suis pas persuadé qu'ils se parlent. Puis s'ils se parlent, là, ça ne s'écoute pas. Là. Tu vas avoir Michael Sabia d'un côté de la table qui va dire c'est beau. Là, est-ce que je peux me concentrer? Puis l'autre va dire écoute, là, déjà 2026, les prochains bâtiments, là, tu vas voir, là, ça va augmenter la pression sur la demande. Je m'explique mal cette surambition, pour ne pas dire cette approche irréaliste du gouvernement du Québec de constamment en ajouter sur la demande. On va arriver à un point où on ne sera pas capable, puis on va se dire c'était trop ambitieux. C'est parce qu'il y a une limite. Là, je pense qu'on le voit tout, là, que les nouveaux véhicules électriques aussi, là, on le voyait hier dans un article dans les médias que Hydro-Québec est même pas capable de débrancher de toute façon des centaines de bornes. Là, ils sont en retard. Qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est assez difficile. Par contre, je vais revenir sur ce que Yann a dit. J'ai quand même l'impression, je le sais que je ne peux pas dire ça, là, mais que l'élection de Donald Trump va donner un peu de calme avec cette dynamique-là. Quand on regarde la plateforme républicaine, ce qu'on dit ici, là, c'est qu'on scrap the mandate. Autrement dit, on va mettre de côté l'obligation d'achat de véhicules électriques à partir de 2035. Là. Ça, le Canada va probablement. J'espère que le Canada de demain va emboîter le pas. Le Canada sous Justin Trudeau, je pense que tout le monde serait très surpris. Un Canada ailleurs, peut-être pas. Et le gouvernement du Québec va arriver dans une dynamique où, de toute façon, il n'y aura pas l'électricité. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette dynamique-là? Est-ce qu'on continue puis on se dit non, on s'entête? Hydro-Québec ne sera pas capable de répondre à la demande. On va faire des interruptions avec les entreprises quand il va faire moins 30. On va utiliser notre véhicule pour être sûr qu'on va pouvoir chauffer notre maison. Ouais. Puis là, on n'aura plus d'énergie dans notre véhicule. Puis là, tout le monde va dire oui, c'est une bonne idée. Non, je pense qu'on arrive à un cycle, du moins je l'espère, où on reprend une ère frais de pragmatisme sur le plan énergétique, puis de se dire, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, un peu trop vite, là, puis on va se calmer un peu. Le problème qu'on va avoir avec Hydro-Québec, c'est ce qu'on a vécu avec le système de santé, puis il ne faudrait pas que ce soit la même chose, mais c'est un peu le principe de la grenouille. Si tu as de l'eau chaude, bouillante, tu pitches une grenouille dedans, on dit qu'elle sort. J'ai jamais essayé, OK? Le corps n'est pas SPCA. Mais si tu la mets dans de l'eau froide, puis là, tu la fais bouillir tranquillement, la nounoune, elle reste là, puis elle meurt. Fait qu'apparemment que c'est ça qui est en train de se passer avec le système de santé depuis des années. Moi, j'ai commencé en 2005 en disant on va fesser le mur, on va fesser le mur, on va fesser le mur. Finalement, tu te rends compte, il n'y en a pas de mur. Tu regardes la qualité des soins de santé présentement au Québec, c'est une catastrophe. J'aurais même pas pensé en 2005 qu'on se rendrait où est-ce qu'on est aujourd'hui. J'aurais même pas pensé qu'on deviendrait des champions de l'aide médicale à mourir comme ça, qui camouflent en soi des problèmes majeurs dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Les gens ont
quand ils sont maganés, ils n'ont pas le goût de vivre dans ces endroits-là. Fait qu'ils se laissent aller plus vite. C'est ça qui est derrière l'aide. Mais les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir, là, c'est un problème de soins de santé pour les personnes âgées. C'est ça que ça camoufle. Ben, j'ai peur qu'il arrive la même chose avec Hydro-Québec. Hydro-Québec qui a été le fleuron national pendant longtemps, c'est encore même interdit de parler contre Hydro-Québec pour plusieurs personnes. Ils s'offusquent énormément. Ils disent OK, toi, t'es vraiment juste un Américain qui parle français quand tu as une critique à faire envers Hydro-Québec. Mais la réalité, c'est qu'Hydro-Québec, la qualité du service qu'ils vous donnent depuis plusieurs années, que ce soit le service à clientèle, que ce soit les pannes que vous avez chaque année, il y a une détérioration du service année après année après année. Et ce n'est pas une grande détérioration, c'est une petite détérioration. En 2005, là, le mot délestage électrique, ça n'existait pas. En 2010 non plus, en 2015 non plus, puis en 2020 non plus. C'est récent, ça fait 2 ans on nous parle de délestage. Mais ça ne devrait pas exister. On est le paradis de l'hydroélectricité et on fait du délestage. C'est quoi ça va prendre aux Québécois pour se rendre compte qu'il y a des problèmes au niveau énergétique au Québec et que nos politiciens ne voient rien aller? Et qu'on est assis sur une montagne de ressources naturelles qu'il ne suffirait d'exploiter. C'est ça qui est le pire. Si on n'avait aucune solution, on se dirait, ben là, écoute, on est juste dans le trouble, puis il faut vivre avec, puis essayer d'avoir des mesures pour mitiger ça un peu. Là. Mais là, en réalité, les solutions, on les a. Et on est assis dessus. Là. On les a, puis moi, je pense que l'un des éléments, en fait, qui me frappe le plus, puis c'est pas juste sur ce dossier-là, mais la question du gaz naturel, la question du pétrole, c'est la même chose, c'est la déconnexion entre la volonté populaire et l'Assemblée nationale. Franchement, ça me crève les yeux quand je regarde ça. Oui. Nous, on fait des sondages avec Ipsos à l'IADM, là, évidemment. Donc, Ipsos s'occupe du sondage. Et quand on regarde auprès de la population, êtes-vous en faveur de développer le gaz naturel? Il y a toujours plus que 50 %. La majorité des Québécois sont en faveur de développer le gaz naturel au Mais Québec. bonne job! Fait que ça, c'est une bonne affaire. Mais quand tu regardes à l'Assemblée nationale, ce qui est déplorable, c'est quand tu as des projets de loi comme celui sur l'interdiction de l'exploitation et l'exploration de gaz naturel qui a passé en avril 2022, ben, tout le monde est d'accord à l'Assemblée nationale. On a vraiment l'impression qu'il y a une dichotomie, là, il y a une déconnexion entre les représentants de la population, les représentants de la population à toute fin pratique, là, les députés, et cette population-là. Ils ne veulent pas la même chose. Puis peut-être que c'est vrai que cet enjeu-là, ce n'est pas ce qu'on appelle l'enjeu déterminant d'une élection, mais ça reste quand même que tu te dois d'écouter la population lorsqu'elle te parle et les sondages année après année. Ce n'est pas un sondage qu'on a fait par hasard. Là. Année après année, Ouais. les Québécois sont en faveur du développement du gaz naturel. Pourtant, on annonce ça en grande pompe, on l'interdit. Puis- Aujourd'hui, on l'interdit dans les bâtiments. Puis on se dit, ben voyons Puis donc. Est-ce qu'on ce peut sondage-là, je le trouve intéressant, celui que vous aviez sorti l'année passée, parce qu'en plus, lui, il utilisait le mot interdit dedans qui est pipeline. Ça, on a fait peur aux gens. Là. Un pipeline, vous allez ouvrir l'eau, le feu prend dans le robinet. Et ce qu'on comprend, c'est une majorité de Québécois, 61 % seraient favorables au développement de nouveaux pipelines et gazoducs. Ben, rappelez-vous, la première chose que Joe Biden a faite à son arrivée au pouvoir en 2020, c'est de canceller Keystone XL. C'était capoté. Là. Ben Oui. C'est très démocrate, c'est très gauche, pas gauche, mais gauche UP, gauche caviar, ce type d'argument-là. C'est vraiment gauche caviar, dans le sens que on se donne des allures de grands sauveteurs de la planète. On veut donner l'impression qu'on fait quelque chose, alors qu'en réalité, les impacts sont beaucoup plus faibles qu'on pense, mais ça vient foquer le chien au niveau économique d'une manière gigantesque. Puis là, le Canada en a souffert beaucoup de ça, là, Keystone XL. Mais nous autres, on arrive, on voit ces politiques niaiseuses-là appliquées aux États-Unis sous Biden, puis on veut faire la même chose ici. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mettons qu'on n'était pas un pays qui exploite énormément des ressources naturelles comme le pétrole, je pourrais peut-être comprendre. On veut s'envelopper de vertu, tout ça. Malgré qu'on a vu l'Allemagne puis la France payer très cher le prix de cette vertu-là. Là. Mais si tu dis, OK, il y a un aspect naïf, niais un peu, qui peut être comprenable là-dedans. Mais je veux dire, on est des Canadiens. Oui, on est des Québécois, là, mais on est des Canadiens. On est assis sur une des plus grosses réserves de pétrole au monde. On est vraiment trop confortable, j'ai l'impression, pour se rendre compte de notre absurdité. Là. En tout cas. Puis
il y a aussi un problème économique au Canada. Là. Je pense que c'est pas une surprise pour personne, là, mais la baisse du PIB par capita, le problème de productivité. Quand on regarde là, la productivité, que ce soit du pétrole ou du gaz, c'est tellement élevé. Il y a tellement de valeur ajoutée par heure travaillée. Je veux dire, c'est à peu près 30 de nos exportations canadiennes. Si on pouvait exploiter au Québec là, les emplois créés, la qualité des emplois créés dans nos régions au Québec, C'est là, des jobs à 56 000 et plus, ça? ah, c'est Ouais, ouais. c'est pas mal plus loin, là, tu sais. Je veux dire, si tu fais 100 000 dans ce domaine-là, là, tu fais pas beaucoup d'argent, là. Donc, c'est pour dire que tu peux faire énormément d'argent et là, ce qu'on est en train de dire, c'est non seulement pour notre utilisation personnelle, c'est non, pour les bons emplois, c'est non, pour l'exportation et la sécurité énergétique, c'est non, et aussi pour l'environnement. Et c'est ça, là, j'ai l'impression que des fois, nous, on perd, là, dans l'espace public, l'environnement. Non, non, c'est bon pour l'environnement, le gaz naturel. Ben Quand oui. on vient remplacer le charbon par le gaz naturel. Regardez en Chine puis en Inde, là, leur bouquet énergétique, là, il est immensément dominé par le charbon. Surtout en Inde, là, c'est incroyable. C'est une On ouvre encore des catastrophe, là. centrales. Ça, c'est une catastrophe. Puis ce que je trouve aussi, c'est que c'est une catastrophe qu'au Québec, on ne se dise pas, regarde, c'est ça qu'ils font là-bas. Nous, on a le potentiel dans notre sous-sol pour Ouais. répondre à une partie de cette demande-là. Puis on préfère se dire justement avec une forme de vertu. Non, non, nous autres, on est parfait. Nous autres, on est parfait. On ne veut plus le pétrole albertain. On va prendre le cash du pétrole albertain, mais on ne le veut plus. Pourquoi on ne le crée pas, nous autres, même, notre richesse? Tu sais, je Non, pense qu'on a vraiment tout, tant économique qu'environnemental. c'est incroyable. Merci, Gabriel Giguère de l'Institut économique d'avoir été avec nous. On se reparle. Les gens aiment toujours tes présences, fait qu'on se reparle aussitôt que vous avez un nouveau dossier d'actualité. On vous suit, vous sortez souvent des réactions et des papiers par rapport à des projets ou des décisions du gouvernement. C'est toujours super intéressant. L'avenir énergétique du Québec. Puis on se reparle très bientôt, Gabriel.